Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode d'Accelor Open Talk. Je suis Thibaut Zupinger et ensemble nous allons explorer les défis, les innovations et les tendances qui façonnent le paysage entrepreneurial français. Au programme de cet épisode, les technologies low-code, est-ce que c'est une révolution pour les chefs de projet? Et pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Desmaris. Bonjour Thomas, merci de te prêter à Bonjour. l'exercice. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bien sûr. Je suis Thomas Desmaris. Ça fait 5 ans maintenant que je travaille chez Accelor. Je suis entré il y a 5 ans en tant que chef de projet junior. Et aujourd'hui, j'ai toujours ce rôle de chef de projet et je m'oriente de plus en plus vers des rôles de direction de projet, à la fois côté client et à la fois côté R&D, pour améliorer le produit. Je suis entré en tant qu'ingénieur, c'est pas forcément une voie indispensable pour exercer ce rôle-là, mais c'est par là que je suis passé moi. Aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir d'une part accompagner des clients sur leurs projets, donc en tant que chef de projet client, et d'autre part aider à la progression de l'application à travers divers sujets. Donc en ce moment, je travaille notamment sur des sujets, par exemple, de gestion à l'affaire, euh, pour les prochaines versions d'Accelor OpenSuite. D'accord. Tu parlais de ton parcours. Pour ceux qui se demandent justement comment devenir chef de projet, donc il n'y a peut-être pas de voie royale ou une voie unique, mais il faut faire quel type d'études ou avoir quel type de parcours professionnel à ton sens pour pouvoir être chef de projet? Effectivement, justement, je suis convaincu qu'il n'y a pas du tout une seule voie qui permette d'arriver à ce poste-là. C'est plutôt des qualités humaines qu'il faut avoir pour ce genre de poste-là. Donc, comme je dis, moi, je suis passé par une voie ingénieur assez classique. Mais on est beaucoup dans l'entreprise, donc il y a pas mal de chefs de projet qui sont pas du tout passés par ces voies-là, qui sont passés par des voies universitaires, par exemple, euh, dans le sens où l'essentiel pour être bon à ce poste, je dirais, c'est pas forcément un bagage technique. Ça peut être un plus, évidemment, vu qu'on va quand même toucher à certaines technologies. Mais l'essentiel pour moi, c'est avoir la curiosité de vouloir découvrir énormément de choses parce que c'est un poste où on a besoin de cette curiosité-là. Et également de la rigueur de l'organisation. On fait quand même de la gestion de projet. Donc des notions de gestion de projet, c'est évidemment important. C'est des choses qu'on peut avoir en arrivant à ce poste-là. C'est aussi des choses qu'on peut apprendre en pratiquant. Mais pour moi, l'essentiel, c'est effectivement d'avoir cette curiosité, d'avoir potentiellement une certaine facilité d'assimilation, d'avoir une facilité à comprendre, que ce soit côté métier ou côté modélisation, hein, au sein de l'application. Et puis avoir forcément cette envie et cette curiosité et cette envie de travailler avec des gens parce que c'est un métier de l'humain avant tout. Donc si je résume, tu penses que les qualités nécessaires pour faire un métier de chef de projet, c'est enfin, beaucoup de rigueur, beaucoup de curiosité et de l'empathie aussi? De l'empathie, effectivement, hein, parce que voilà, c'est des métiers de l'humain. Et donc, il faut d'abord savoir, du coup, être exigeant avec soi-même en premier lieu, parce que c'est pas des métiers, disons, de management à proprement parler. On n'est pas dans un sens de hiérarchie avec les équipes de développement. C'est vraiment une notion d'équipe. Alors certes, c'est nous qui allons un peu driver la direction dans laquelle on va aller, la gestion des deadlines, l'organisation du projet, la relation client. Euh, mais du coup, effectivement, l'empathie dont tu parlais, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il faut savoir forcément s'adapter à son auditoire, savoir discuter avec des profils très variés, très différents. Et même si je discute avec un développeur, forcément, c'est un développeur, c'est pas un profil unique. Il y a des profils tout à fait variés. Et donc avoir cette empathie-là et avoir cette exigence avec soi-même avant d'avoir l'exigence avec les gens avec qui on travaille, c'est le plus important. Non. Et puis, si je peux compléter, euh, la curiosité dont je parlais un peu plus tôt, plus on va l'avoir et plus on va avoir finalement l'intérêt et la passion qu'on peut avoir dans ce qu'on fait au quotidien, plus facilement on va réussir à la transmettre aux autres et plus facilement on va réussir à motiver finalement ses équipes. Et même vis-à-vis des clients, c'est quelque chose qui va se ressentir si on a vraiment de l'intérêt pour ce qu'on produit, pour ce qu'on fait. C'est quelque chose qui se ressent complètement.
Tu parlais de ton quotidien, et c'est vrai que chef de projet, tu l'as dit, c'est un terme vraiment très large qui recouvre plusieurs réalités, plusieurs métiers. Concrètement, à quoi ressemble ta journée type? Alors, l'avantage et le fait que je fasse ça depuis plus de 5 ans maintenant, c'est évidemment parce que une journée type, il y en a pas vraiment. Mais je peux quand même te dérouler un peu ce que je peux faire au quotidien en tant que chef de projet. Donc, j'ai découpé ça en deux parties. Il y a la partie chef de projet client et la partie recherche et développement, qui sont quand même assez différentes. Donc, pour la partie client, ça peut aller de la réalisation d'audit, donc vraiment une partie avant-vente, même parfois des éléments commerciaux, aller faire des démonstrations, ce genre de choses, euh, jusqu'à du coup la réalisation du projet. Donc ça, c'est vraiment la partie pure gestion de projet avec le suivi des développements, les échanges quotidiens, hebdomadaires avec le client pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction ensemble. Évidemment être garant du coup de la qualité de ce qu'on produit et à faire finalement cette animation de l'équipe projet, donc des développeurs, éventuellement des consultants avec qui on peut travailler. Donc il y a toute une animation, essayer de créer une effervescence autour du projet, qui fait partie de mes missions également. Et puis évidemment, après, il y a la partie maintenance derrière qui est importante, garder une relation sur le long terme avec le client, même après la fin initiale du projet, parce que évidemment, on est sur des projets ERP, donc c'est pas des projets qui s'arrêtent le jour où on a fini la phase initiale qu'on avait déterminée avec le client. C'est quelque chose qui est vivant et qu'on va continuer de faire évoluer avec le temps. En Donc ça, quelques c'est vraiment mots, la partie client. c'est quoi un ERP? On en a parlé, mais peut-être que tout le monde ne sait pas forcément ce que recouvrent ces trois lettres. Bien sûr. Un ERP, comme Accelor finalement. ERP, ça veut dire Enterprise Resource Planning. En français, on utilise le terme de progiciel de gestion intégrée. Finalement, ça va regrouper une application avec tout un tas de briques métiers qui vont s'entrecouper les unes avec les autres pour gérer vos ventes, vos achats, votre gestion des stocks, votre production, votre comptabilité. Finalement, essayer de regrouper toutes les activités de votre entreprise au sein d'un même logiciel pour éviter d'avoir 15 logiciels différents qui font tous très bien des choses individuellement, mais qui vous forcent à faire des transferts de données dans tous les sens. Donc voilà, le but de l'ERP, c'est de regrouper toutes ces données. C'est vraiment l'épine dorsale d'une entreprise en fait. Ah, c'est ça, parce que finalement, si on arrive à avoir un ERP qui convient parfaitement à ce dont on a besoin, et d'où l'intérêt d'avoir des outils qui permettent de la personnalisation assez avancée, si on arrive à avoir quelque chose qui est complètement en phase avec le fonctionnement de notre entreprise, forcément, c'est un gain de temps déjà qui est énorme. Et en plus, c'est une facilité pour sortir de l'analytique, pour sortir du reporting et pour pouvoir exploiter au maximum toutes les données justement qu'on a au sein de cette ERP et pour faire de l'amélioration continue de ces processus. On comprend effectivement que c'est extrêmement critique l'implémentation d'un ERP pour la productivité d'une entreprise. Tu détaillais du coup ton quotidien, donc la partie chef de projet client, c'est vrai que tu as parlé de l'ERP, ce qui était une belle digression. En parallèle, du coup, tu as aussi chef de projet orienté plus R&D. Est-ce que tu peux en C'est dire ça. quelques mots? J'imagine que c'est différent tout en ayant de grosses similitudes. Il y a des similitudes effectivement dans le sens où le suivi des développements il va être relativement similaire, mais on va avoir un aspect où côté client, c'est forcément le client qui va venir driver ses besoins, ses envies. Alors que côté R&D, alors on va travailler, il y a toute une équipe, hein, il y a des équipes de développement et des gens qui font ça à plein temps pour finalement chapeauter un peu tout le pôle produit. Et moi, je vais venir intervenir un peu ponctuellement sur des sujets. Comme je parlais tout à l'heure sur la partie gestion à l'affaire, on a des chantiers qui sont en cours pour améliorer cette partie-là. Et du coup, moi, mon rôle, c'est de venir de faire des propositions. Et donc, euh, du fait de mes expériences en tant que chef de projet, donc avec des clients, avec des partenaires, je peux avoir un certain recul sur finalement de quoi on a besoin dans un module comme celui-là et faire des propositions à l'équipe R&D pour ensuite qu'on décide ensemble ce qu'on va implémenter. Donc il y a beaucoup plus une partie gestion de produit où on va être beaucoup plus proactif sur la décision de qu'est-ce qu'on met dans l'outil. Et donc ça, c'est assez différent.
et on a une certaine liberté qui est quand même assez intéressante. Et puis forcément, c'est assez agréable de voir le produit évoluer, le produit grandir, et de participer du coup à cette évolution-là. Moi, j'imagine effectivement que pouvoir participer à la co-construction du produit, c'est effectivement un enjeu essentiel. Ça fait 5 ans que tu fais ce métier. Est-ce que tu as pu voir des évolutions dans ton poste, dans les attentes clients, dans les besoins de réactivité peut-être, peut-être des nouvelles compétences à acquérir? Évidemment, il y a 5 ans, l'entreprise était beaucoup moins grande, donc déjà voir l'évolution de l'entreprise, c'est quelque chose qui est extrêmement agréable et puis qui pose évidemment des nouveaux challenges quotidiennement. Euh, on travaille pas de la même façon quand on est une équipe de 30 personnes ou quand on est une équipe de 80, 100, 150 personnes, forcément. Donc en interne, ça fait forcément des grosses évolutions. Ensuite, vis-à-vis des attentes clients, on va forcément avoir de plus en plus d'exigences parce que bah, nous, de côté Accelor, forcément, on continue d'évoluer, mais à côté, effectivement, tous les acteurs du marché évoluent également. Et les ERP d'il y a 5-10 ans ne sont plus les ERP d'aujourd'hui. Donc forcément, on a toujours besoin d'avoir une certaine réactivité et puis de se tenir au courant, de se tenir à jour des nouvelles évolutions. Et forcément, les attentes clients vont suivre ces nouvelles évolutions-là. Tu parlais de Donc, curiosité, effectivement, je pense que ça rejoint ce que tu viens de dire. J'imagine que tu regardes avec attention ce qui se passe autour des nouvelles technologies. On parle beaucoup de low-code. Est-ce que tu peux rappeler un peu de quoi il s'agit? ouais, tout à fait. Le low-code, c'est en fait, on essaie de définir ça en faisant de la gestion d'un logiciel qui a, disons, 20% de code dur maximum. Donc, je vais expliquer un petit peu. Le low-code, l'intérêt, c'est de pouvoir gérer finalement un logiciel sans avoir un bagage technique lourd, sans devoir être un développeur comme on l'entend habituellement. Donc forcément, le low-code, c'est quelque chose qui a énormément explosé ces 10-15 dernières années. Il y a 15-20 ans, quand on voulait développer un logiciel, on faisait du suivi de développement. On accompagnait des développeurs sans forcément avoir une vision sur ce code-là. Donc je parlais un peu plus tôt d'avoir un bagage technique. À l'époque, c'était beaucoup plus valorisé, je pense, dans un rôle fonctionnel, d'avoir un vrai bagage technique lourd. Aujourd'hui, on a cette possibilité d'avoir un intermédiaire avec le low-code qui nous permet d'avoir un bagage technique léger qu'on peut même apprendre sur le tas, j'ai envie de dire, qu'on n'est pas obligé de faire fait 3 à 5 ans d'études en développement pour avoir cette maîtrise-là. Par exemple, en termes de low-code, chez Accelor, on peut avoir un peu deux aspects qui vont recouper ça. D'une part, on a une couche de surface dans le développement de l'application, qui est la couche en XML, qui est tout à fait accessible, que ce soit en interne pour nos chefs de projet ou bien pour un client. C'est des choses qui sont assez simples à maîtriser et qui permettent de faire beaucoup de choses assez facilement et donc de changer l'application, le comportement, le visuel, l'affichage, le design assez facilement. L'autre aspect, c'est quelque chose qui est vraiment orienté et pensé low-code, c'est le studio et le BPM qui est développé sur le produit Accelor, qui permettent là pour le coup de faire des modules complets par un client. Donc ça va tout à fait dans l'optique également de l'open source que propose Accelor, de donner cette liberté et cette autonomie au client. Demain, si jamais le client a envie, il n'est pas forcément dépendant de nos équipes de développement pour mettre en place des nouveaux processus. Il va pouvoir, de manière complètement autonome, arriver à développer un processus en interne et l'adapter au fur et à mesure sans devoir systématiquement revenir vers nos équipes. Tu parlais d'applications métiers dédiées grâce au studio et au BPM. Est-ce qu'il y a des cas d'usage qui te viennent en tête? Ouais, bien sûr. Dans le sens où parfois on a souvent vu qu'on travaille avec des secteurs très différents, hein, c'est ça aussi l'avantage, hein, j'en ai pas parlé un peu plus tôt, mais un jour on va travailler avec des organismes de formation, le lendemain on va travailler avec de l'industrie, avec des entreprises de services, donc c'est extrêmement varié. Et forcément, parfois, tout n'est pas couvert de base par le standard de l'application Accelor OpenSuite.
Donc dans ces cas de figure, par exemple, on peut avoir un besoin qui est tout à fait spécifique à une entreprise de service qui a envie, par exemple, de faire un suivi du bien-être de ses collaborateurs d'une manière extrêmement spécifique parce que c'est eux qui l'ont conçu, c'est eux qui l'ont pensé de cette façon-là. Donc forcément, c'est pas quelque chose que nous on a disponible de manière standard dans l'application, et c'est des choses pour lesquelles ils vont être complètement autonomes pour développer ça. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir un suivi annuel du bien-être des collaborateurs avec des indicateurs, avec des questionnaires qui sont à remplir par les collaborateurs. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait entièrement via le studio, qui permet de faire, de créer des formulaires avec des champs, avec du glisser-déposer, d'ajouter un processus de validation avec différents validateurs qui peuvent passer sur ce formulaire-là. Et donc, cette autonomie-là, elle est bien d'une part parce que le client peut de manière autonome créer ce formulaire-là et surtout l'adapter au fur et à mesure. Peut-être que dans 6 mois, dans un an, le formulaire va complètement devoir changer. Et à ce moment-là, pareil, ils seront complètement autonomes et en 3 clics, ce sera fait. Donc tout ça, c'est grâce au low-code, on gagne beaucoup en flexibilité et a priori en pérennité aussi parce qu'on a une solution assez agile. Donc pour les développeurs, on a bien compris qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être un développeur confirmé pour pouvoir créer ce genre d'application. Si on en revient justement à des profils de chef de projet, est-ce que le low-code, il y a également un impact sur la manière de travailler? Il y a un impact évidemment parce que cet aspect low-code, ça finalement nous oblige un peu à nous pousser dans cette curiosité-là de justement maîtriser ce low-code-là. Et donc, même si c'est pas du coup du code complexe, c'est quand même des compétences qui sont différentes de ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui fait uniquement et simplement juste de la gestion de projet pure et dure. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change? C'est qu'en tant que chef de projet, on peut en avoir besoin. Donc c'est pas uniquement pour les clients, dans le sens où tout à l'heure je parlais de faire des démonstrations en avant-vente pour des clients. Ça peut prendre la forme d'un POC, un Proof of Concept, euh, ou de faire par exemple des maquettes en amont d'une démonstration ou d'un audit. Et donc ça, c'est des choses où on va pas avoir besoin de passer 5-10 jours avec une équipe de développement pour faire quelque chose qui est vendeur pour un client. On va pouvoir nous-mêmes le faire, venir faire un visuel qui correspond aux attentes du client, venir modifier des noms de champs pour que ça corresponde mieux au secteur d'activité euh, du, du client qu'on veut aller voir. Donc ça nous donne, nous, d'une part, une réactivité, ça nous donne une proximité avec le produit qui est importante parce qu'on n'est pas détaché complètement de ce qui se passe disons, dans le cœur de la bête. Et voilà. On sent que les développeurs sont vraiment impactés par le low-code. Pour les chefs de projet, ça a du sens aussi. Tu parlais de curiosité, il y a cette envie justement de pouvoir être plus proche du produit et surtout de pouvoir réaliser assez rapidement en fait les besoins du client. Est-ce que tu penses que dans quelques années, après les développeurs, après les chefs de projet, il y aura même des digital citizens, c'est-à-dire des responsables métiers qui pourront être en mesure de commencer à développer ou à construire et concevoir leurs propres applications métiers avec le low-code? Je pense que c'est forcément la direction dans laquelle on se dirige. Aujourd'hui, il y a des profils comme le mien qui sont un peu hybrides. Euh, Demain, si on essaye de scaler ça à des plus grandes échelles, forcément, on a des gens dont ça va être le métier à temps plein de penser et de réaliser des applications via du low-code. C'est certainement déjà le cas aujourd'hui avec certains outils. Donc, donc effectivement, ça va forcément du coup demander des profils un peu nouveaux, des profils toujours plus hybrides qui étaient complètement inexistants il y a 10 ans, il y a 15 ans. Euh, mais effectivement, le low-code, et on le voit dans tous les secteurs d'activité, on le voit dans les ERP parce que forcément c'est quelque chose qui est d'actualité et où on a besoin de cette flexibilité, de cette spécificité pour chacun des clients. Mais le low-code, il sera demain dans tous les cœurs de métiers informatiques. Si on fait un peu de prospective, à chaque fois qu'il y a une innovation qui sort, on pense à ChatGPT, on pense aux robots, on pense à l'IA, etc. On se dit, ah, mais il y a des métiers qui vont disparaître. Est-ce que tu penses que chef de projet est un métier qui peut être menacé à l'horizon, je sais pas, de 5 ou 10 ans, ou c'est le genre de métier suffisamment polyvalent et tellement humain qui seront difficilement remplaçables? Déjà, comme tu l'as dit plus tôt,
le rôle chef de projet, il regroupe tellement de choses, et puis d'une entreprise à une autre, ça va jamais être exactement la même chose. Et demain, tant qu'il y aura des développeurs, il y aura des chefs de projet pour les organiser. Aujourd'hui, on est, je pense pas qu'on soit non plus à un stade où on peut complètement se débarrasser de développeurs, parce que demain, les outils low-code, bah, il faut aussi les développer, mine de rien. Et pour ça, bah, on aura toujours besoin des développeurs, et puis on aura besoin des chefs de projet pour créer ces outils low-code. Donc, finalement, on va juste décaler à un autre échelon cette gestion de projet à proprement parler. Voilà, peut-être dans les ERP, on arrivera à complètement se débarrasser des chefs de projet, mais je ne pense pas non plus parce que cette partie accompagnement, suivi des développements, ça reste qu'une partie du rôle de chef de projet. Euh, Toute la partie accompagnement, toute la partie formation, il y a besoin de ce contact humain et de ce suivi humain-là dans la mise en place d'un projet aussi important que le changement de logiciel de gestion intégrée. Donc, je ne pense pas que le rôle de chef de projet disparaîtra. Et puis, bah, s'il disparaît, je trouverai autre chose à faire. Je n'ai aucun doute. J'ai aucun doute non plus. Mais effectivement, je pense que l'avenir a l'air plutôt radieux et comme tu l'as dit, je pense qu'effectivement déjà les outils nous simplifient la vie, mais il faut des gens pointus pour réussir à les développer. Et d'autre C'est part, ça. ce qui fait vraiment la spécificité de chef de projet, c'est vraiment ce rôle de pont, de ce que tu m'as dit, entre les besoins du client, être capable de les comprendre, de les traduire en un besoin fonctionnel et ensuite de pouvoir effectivement faire cette articulation avec l'exécution des besoins du client et ensuite la présentation et même la formation qu'il y a après. Donc il y a aussi tout cet accompagnement humain on peut avoir tendance à oublier effectivement, mais qui peuvent très largement contribuer au succès d'un projet. Il n'y a pas que le périmètre fonctionnel, il y a effectivement Bah, aussi ouais, l'adhésion je suis bien des équipes. d'accord. Ouais. Parce que je pense que si on demande à n'importe quel client qui a eu une intégration de logiciel qui s'est bien passée ou qui s'est mal passée, dans beaucoup de cas, on reviendra à des considérations de communication, des considérations d'échange, de suivi, de ne pas avoir d'effet tunnel sur les développements, d'avoir de la régularité, de la transparence et de l'honnêteté et de la bonne intelligence dans les échanges. C'est le cœur du succès d'un projet informatique, à mon sens. Je te rejoins tout à fait là-dessus. On arrive au terme de cet épisode. Merci beaucoup Thomas pour cet échange. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a surtout permis de mieux appréhender en fait les réalités du métier de chef de projet et la manière dont les outils low-code ouvrent de nouvelles perspectives. Pour soutenir ce podcast, vous le savez, ce qui nous aide le plus, c'est de le partager autour de vous, si vous a plu bien entendu, et de laisser un avis sur votre plateforme préférée. Et enfin, on vous donne rendez-vous le 23 novembre à Station F à Paris pour l'Accelor Open Summit. C'est le rendez-vous de l'écosystème Accelor pour une journée de conférences et d'ateliers autour du low-code, de la souveraineté numérique et des dernières innovations. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations sur le site Accelor Open Summit. À très bientôt pour le prochain épisode. Merci beaucoup Thomas. Merci, au revoir. Au revoir.